nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudriez poser. Merci. Monsieur le ministre, nous allons donc aborder le deuxième temps de cette conférence de presse. Nous allons donc prendre maintenant 5 intervenants. Et puis, ensuite, nous allons passer la parole au on commence par la gauche, vous présentez l'organe. Oui, c'est moi. Oui. Bonjour, Maureen Grisot, RFI et Le Monde. J'aurais voulu savoir quel argent, quel budget avait été débloqué, par qui, s'il y avait eu des aides, je ne sais pas, d'organismes internationaux pour ces nouvelles mesures qui ont été annoncées par le gouvernement hier soir. Deuxième intervenant. Fonctionner du quotidien inter. Je voulais savoir les discussions qui ont été prises pour le transport, dans le cadre du transport humain notamment, le rôle, les taxes de bus et tout ça. Je sais que les personnes se trouvent dans ces véhicules. Si j'avais un rapport de fraternité matin, est-ce que là le gouvernement accentue la lutte des frontières? Pourtant, on nous dit que parmi les vecteurs de la maladie, il y a des animaux, notamment la chauve-souris. Je sais que c'est la première des chauves-souris au plateau. Que fait le gouvernement? Parce que les chauves-souris, il y en a tellement au plateau, ils fait des experiments des chauves-souris. Toujours en contact avec les populations. Que fait le pays, que fait le gouvernement? Le ministre a parlé de mouvement de population. Le mouvement est beaucoup plus accentué sur nos frontières terrestres. Quelle est la décision du gouvernement en ce qui concerne les frontières terrestres avec les pays qui sont touchés par ce virus? Parce qu'elles sont fermées. Ok, très bien maintenant. Je pense, oui. Madame. Oui. C'est la même question. Donc, vous. M. Sanogo, je suis du journal Le Nouvel Observateur. Oui, c'est concernant les pistes d'aviation. Vous savez que la Côte Verte est toute liée à la Guinée. Et les Guinéens passent par rapport dans la voie terrestre. Ils peuvent marcher dans les pistes d'avion pénétrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que les deux fourrières, les données de sécurité veillent à cela? On parle des transports urbains, mais et les voies terrestres, pas les pistes d'avion. Merci beaucoup. Ça, c'est toi qui... Ok. Je vais commencer par Madame la ministre de la Santé, qui répondra aux questions qui la concernent. Madame la ministre. Je remercie Monsieur le porte-parole du gouvernement. Je remercie également tous mes collègues présents ici ce matin pour répondre aux questions d'importance sur le virus à Ebola. Alors, concernant la réponse d'RFI, la question d'RFI, vous avez demandé d'où viendraient éventuellement les aides financières pour appuyer et accompagner cette lutte contre le virus, la maladie à virus. Pour le moment, nous n'avons aucun cas en Côte d'Ivoire à ce jour, à cet instant. Nous en reparlerons un peu plus tard. Alors, en ce qui concerne les aides, vous savez que nous avons eu, je crois, le 2-3 juillet, convoquée bien sûr par l'OMS, une rencontre des ministres de la Santé et des partenaires à Accra. Et au cours donc de cette rencontre que nous avons eue, nous avons pu voir la contribution que l'OMS proposait, n'est-ce pas, aux pays d'abord, les pays endémiques, et bien sûr les pays à risque comme la Côte d'Ivoire. C'est agi de dégager des fonds pour soutenir les pays endémiques. Le représentant de l'OMS est là. Je pense que pour ce volet concernant l'OMS, je pense qu'il pourra nous donner les montants exacts. Mais nous avons également, nous, sollicité l'organisation ouest-africaine de la santé, c'est-à-dire l'OAS, qui a reçu des fonds et qui nous a donné la possibilité de pouvoir nous accompagner. Nous avons donc fait un courrier adressé à l'OAS et nous attendons une réponse. Pour le moment, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les mesures préventives que le gouvernement a prises très tôt, je tiens à le préciser parce qu'on a peut-être donné l'impression à un moment donné
de ne pas être suffisamment visible en termes d'action sur le terrain. Le 23-24 mars, lorsque l'OMS a annoncé la présence du virus à Ebola en Guinée, nous avons immédiatement convoqué une réunion ici même, dans cette salle, avec nos collaborateurs et avec les ministères concernés, c'est-à-dire Défense, Intérieure et Sécurité, et nous avons pris des mesures immédiates. Et le gouvernement a réagi à hauteur de 280 millions de nos francs CFA, et cette somme d'argent a permis de pouvoir mettre en place les postes avancés, puisqu'il s'agissait à cette période que de la Guinée. C'était la première étape. Donc 280 millions qui ont servi à mettre en place les postes avancés, à appuyer les ministères techniques que sont les ministères de la Défense, à accompagner les préfets qui ont fait un travail phénoménal sur le terrain, et cela donc a servi à cela. Lorsque nous sommes passés à une autre étape où d'autres pays ont été concernés dans le virus, dans la maladie à virus Ebola, c'est-à-dire donc la Sierra Leone et le Libéria, le gouvernement a encore réagi et le porte-parole lui-même en a parlé. Nous avons eu un appui du gouvernement à hauteur de 250 millions de nos francs CFA, et c'est ce qui sert actuellement à répondre, n'est-ce pas, à la prévention que nous menons sur le terrain. Voilà en ce qui concerne l'appui financier. Je dois vous dire également que nous avons contacté des entreprises citoyennes qui tout à l'heure vont nous remettre officiellement des gels antiseptiques, du savon, puisque une des mesures d'hygiène que nous préconisons, c'est le lavage des mains avec soit du savon, mais également avec des gels antiseptiques, lorsque nous n'avons pas de savon à disposition, ni de l'eau à disposition, ce qui peut arriver dans les villages et autres. Et nous allons tout à l'heure recevoir également une somme de 5 millions de francs venant d'une banque qui est prête à nous accompagner pour que nous puissions acheter des gants, des bavettes, en fait des équipements pour le personnel, les agents de santé et également les forces de l'ordre qui nous accompagnent aux différentes frontières. Donc voilà ce que je peux dire, Monsieur le ministre, en ce qui concerne les appuis, aussi bien du gouvernement que l'accompagnement de certaines structures. Je voudrais que vous me permettiez de passer la parole à l'OMS en ce qui concerne donc les appuis financiers prévus par l'OMS dans ce cadre. Je dois préciser que l'OMS nous a soutenus déjà en termes d'équipement dans la première phase, en ce qui concerne les équipements, les bavettes, les gants et autres. Donc je laisse la parole à le docteur Alangar Yokuide pour l'appui de l'OMS. Merci. Merci Madame la Ministre. Par rapport à l'OMS, comme vous savez, actuellement, c'est beaucoup plus les pays touchés qui sont les plus appuyés. Mais compte tenu de la proximité de la Côte d'Ivoire par rapport aux pays actuellement touchés, notamment le Libéria et la Guinée, avec le plaidoyer qu'on a fait, nous avions reçu la semaine dernière 60 millions de francs CFA, et surtout pour assurer la formation du personnel. Vous savez, cette épidémie est toute particulière. Il y a beaucoup d'agents de santé qui sont touchés. Il fallait qu'on prenne des mesures pour éviter que nos agents de santé soient touchés. Donc, cet argent concerne d'abord la formation du personnel. Il y a également la sensibilisation des populations. Il faudrait informer suffisamment. C'est en ça que le rôle des médias doit vraiment jouer. Et donc, on va mettre un peu d'argent dans la sensibilisation. Il y a le renforcement de la surveillance, comme Madame la Ministre l'a souligné tout à l'heure. Il faut renforcer vraiment la surveillance pour que tout cas alerte puisse être pris en compte. Et il y a le laboratoire. Nous avons la chance d'avoir en Côte d'Ivoire l'Institut Pasteur qui, chaque fois qu'on a un cas alerte, essaye de faire des analyses pour nous dire que non, il ne s'agit pas d'un cas d'Ebola, mais il s'agit plutôt d'une autre maladie. Donc, les fonds que nous avions reçus vont également être utilisés pour aider l'Institut Pasteur pour l'achat des réactifs. Voilà, Madame la Ministre, par rapport au financement de l'OMS. D'accord. Ok, ben merci, docteur Yokudié. Peut-être Madame, oui, Madame la Ministre, sur les questions suivantes. D'accord, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Donc, au deuxième point, le quotidien.
vous avez demandé quelles étaient les mesures que l'on pourrait utiliser donc, dans le cas de transport urbain, étant entendu que nous avons effectivement recommandé qu'il y ait le moins possible d'accolades, ou même pas du tout, si cela est possible, qu'on évite bien sûr de se serrer les mains dans les salutations et autres. Voyez-vous, le rôle du gouvernement, c'est vraiment de donner des recommandations fortes. Alors, là, nous sommes obligés de sensibiliser. Sensibiliser, demander à ce que les mesures que nous recommandons soient respectées. Nous sommes obligés de continuer de prendre des transports urbains. On en convient, n'est-ce pas? On ne va pas, je veux dire, immobiliser tout un État simplement parce que le gouvernement a dit qu'il fallait prendre des mesures préventives. Alors, ce que nous préconisons, c'est que, puisque l'on sait qu'un malade, on a une période de 21 jours d'incubation, que cela se passe aussi bien en ville qu'à l'intérieur du pays, les premières mesures qu'un gouvernement puisse recommander, le gouvernement est obligé de passer par la sensibilisation, comme j'ai dit. Il n'y a pas autre chose. Donc, nous demandons à la population de prendre cela en compte. Et puis, nous prions pour que, nous faisons tout ce qu'il faut pour que la maladie n'entre pas en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, je pense que c'est la première étape. Prenons ça comme ça. Et puis, espérons que nous n'allons pas aller au-delà. Je viens des autres pays qui sont touchés par la maladie, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. Je ne suis pas encore allé au Nigeria, mais je dois vous dire que c'est les mêmes mesures que les populations prennent, malgré qu'elles aient déjà la maladie. Mais on n'interdit pas, bien sûr, aux personnes d'utiliser des transports en commun et tout. Donc, je pense que vraiment, c'est notre devoir de faire de la sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons. Le troisième point, Fraternité Matin. Fraternité Matin parle de la lutte aux frontières et la lutte contre les chauves-souris. Alors, je vais répondre très brièvement et je vais laisser bien sûr la parole au ministre de la Défense qui lui est sur le terrain, n'est-ce pas, en termes de, je veux dire, de mesures, n'est-ce pas, restrictives sur les mouvements aux frontières. Nous avons nos postes avancés, bien sûr, donc le ministère de la Santé fait ce qu'il a à faire en termes de mesures préventives dans le cadre de la santé. Les chauves-souris, je voudrais vous rassurer. L'Institut Pasteur a fait des prélèvements, n'est-ce pas, sur plusieurs chauves-souris qui se trouvent au plateau. Et d'après le professeur Dosso qui a été interviewé dernièrement, elle nous a dit qu'après tous les prélèvements faits sur les chauves-souris qui se trouvent au plateau, il n'y a aucun foyer de virus détecté sur les échantillons de chauves-souris qui ont été faits au plateau. Donc, de ce côté, pour nous, l'Institut national de l'hygiène publique, l'Institut Pasteur sont nos boussoles en termes, n'est-ce pas, de mesures préventives et surtout d'expérimentation. Donc, de ce côté, je peux vous rassurer, Monsieur de Pratmat. Je vais juste répondre aux autres et passer la parole au ministre. En ce qui concerne les frontières, je vous ai dit, nous procédons en termes de forces avancées, équipement, formation de nos agents de santé et mise en place, bien sûr, de structures d'accueil. Alors, Lagune Info, vous avez dit les mouvements de population. Effectivement, il y a de grands mouvements de population aux frontières avec les pays touchés par le virus. Est-ce que nous fermons nos frontières terrestres? Alors, c'est la grande question que nous pose souvent. Et vous-même, vous avez pratiquement répondu. Vous avez dit que nous avons des pistes qui ne sont pas légales. Nos frontières sont poreuses. Ça, vous le savez. Et nos parents qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière, aussi bien en ce qui concerne le Libéria, la Guinée, même ceux qui vont traverser la Sierra Leone pour venir par la Guinée et le Libéria, quelles sont les mesures que nous prenons? Nous n'avons pas fermé les frontières terrestres. Nous n'avons pas fermé. Parce que même si nous fermons les frontières terrestres, toutes les populations des pays frères connaissent toutes les pistes. C'est pour ça, comme je vous ai dit, que nous avons procédé par impliquer les communautés villageoises, par impliquer les leaders d'opinion, les chefs de communauté, pour que lorsqu'il y a un étranger qui arrive dans le village, que tout le monde se mobilise pour référer cette personne à nos agents de santé et que nous puissions porter
disons, faire en sorte de voir, mettre en place les mesures de screening que nous nous imposons à chaque frontière et même au niveau des postes avancés. Le screening, beaucoup de personnes m'ont demandé ce que c'était. C'est simple. Lorsque quelqu'un traverse la frontière et il arrive au niveau de nos agents des forces de l'ordre, comme au niveau des agents de santé, il y a une fiche qui nous permet de poser des questions à la personne pour savoir d'où elle vient, quelle ville, par exemple, de Guinée ou du Libéria elle a traversé, depuis combien de temps elle a séjourné. Donc, c'est une fiche d'identification qui nous permet, nous, de faire la traçabilité du déplacement de la personne qui a traversé la frontière. Et cette personne, si d'aventure elle vient d'un foyer à risque ou même d'un foyer, je veux dire, qui a été détecté comme étant foyer, je veux dire, porteur de l'épidémie, cette personne-là, nous la mettons automatiquement en isolement pendant les 21 jours, c'est-à-dire pendant la période d'incubation. C'est ce que nous avons toujours fait. Si pendant ces 21 jours, la personne ne fait pas la maladie, on prend ses contacts, on la libère, mais on la suit au niveau des contacts pour savoir si après, entre-temps, il n'y a pas un problème de maladie qui se présente. Voilà ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui et qui apparemment nous a épargné beaucoup de problèmes. L'observateur nous demande de l'épice villageoise pour protéger. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la même question. C'est les mêmes mesures qui sont prises aussi bien aux frontières que des épices villageoises. C'est la même implication des leaders communautaires. C'est la même implication des leaders religieux. C'est la même implication des leaders traditionnels. Et nous avons demandé l'accompagnement de tout un chacun pour nous aider justement à mener à bien cette lutte. Donc, Monsieur le ministre de la Défense, si vous voulez bien nous appuyer dans ces mesures aux frontières. Monsieur le ministre de la Défense, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre et Madame la ministre, chers amis de la presse. Je voudrais indiquer à la suite de mes collègues que dès le début de l'épidémie en Guinée et au Libéria, nous avons, après concertation avec le ministère de la Santé et les autorités de ce pays, pris des mesures préventives. Ces mesures préventives étaient d'empêcher les passages clandestins, mais surtout d'éviter le passage des convois. Parce que nous nous sommes rendus compte que les convois organisés ou non organisés, comprenant un nombre important de voyageurs, constituaient un risque majeur. Et pour ce faire, depuis le mois de mars, tout convoi de plus d'une cinquantaine de personnes est refoulé systématiquement à nos frontières. Et cela nous a permis d'éviter une contamination de notre pays. Ensuite, nous avons fait le constat que beaucoup de réfugiés voulaient revenir au pays. Et nous avons demandé aux agences humanitaires d'éviter ces retours jusqu'à ce que la période d'incubation des 21 jours ne passe. C'était donc au mois de mars. Et après cette période, nous avons réouvert la frontière aux réfugiés. Et tout récemment, il y a eu un incident qui a été très vite résolu. C'était le retour de 400 réfugiés qui venaient du Libéria. Et avec le HCR, nous avons résolu la question. C'était qu'il fallait systématiquement prendre les mêmes mesures que nous prenions ici en Côte d'Ivoire, qu'il fallait faire prendre dans ces pays. À savoir que les réfugiés devaient être systématiquement contrôlés pour éviter qu'ils retournent à leur pays avec des cas de maladie. La troisième mesure que nous avons prise, c'était naturellement même lorsque nous avons fait le constat que vous arriviez à traverser la frontière et que vous avez dans votre village, dans votre destination finale, nous avons fait des retours. Il y a le cas légendaire qui est resté, le cas de Yamoussoukro, où un véhicule est rentré par la Guinée, par Ouaninou, qui est arrivé jusqu'à Yamoussoukro à 1h du matin, et nous avons fait retourner le camion à 5h du matin, après naturellement les visites et les contrôles. Donc tout ceci nous a permis d'éviter la contamination. Alors, compte tenu de cette nouvelle situation, depuis hier, nous avons instruit les généraux aux frontières, dont je parle ici au nom du ministère d'État, du ministère de l'Intérieur, des eaux et forêts et des douaniers, donc l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont été donc instruites de maintenir cette vigilance et d'être fermes sur tout passage. Quelqu'un l'a dit, les frontières sont peureuses, mais vous savez que le Libéria a fermé sa frontière terrestre. Donc c'est évident que
en fermant sa frontière terrestre, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria est de fait fermée, puisque vous ne pouvez pas aller dans ce pays. Donc, on ne peut pas vous autoriser à aller dans ce pays, comme on ne peut pas vous autoriser à rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'en ce moment-là, vous êtes un clandestin. Donc, les mesures ont été prises. Hier, nous avons refoulé 17 Libériens qui ont fait un passage en force par le biais de Tabou. Nous avons refoulé tous dans leur pays. C'est ce que nous faisons tous les jours. Depuis ces derniers jours, nous avons refoulé près d'une centaine, n'est-ce pas, de clandestins qui voulaient traverser la frontière. Donc, nous sommes très vigilants là-dessus. Ensuite, nous avons demandé à ce que les contrats sanitaires soient effectués systématiquement avec la Guinée. C'est-à-dire que nos hommes interdisent des voyageurs ou des transporteurs, des camions qui traversent la frontière ivoiro-guinéenne sans contrôle sanitaire. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et ensuite, nous avons demandé à nos hommes, dès qu'ils constatent, puisqu'il y a des passages, j'allais dire, des pistes villageoises, dès qu'ils constatent sur ces pistes qu'il y a des individus qui rentrent avec des signes hémorragiques, des fièvres hémorragiques, n'est-ce pas, de saisir les services de santé. Et nous avons demandé à nos hommes d'éviter, n'est-ce pas, les marchés locaux. Vous savez que quand il y a des marchés aux frontières, les populations arrivent, viennent faire leur marché et retournent. Donc d'éviter, depuis hier nous avons donné des instructions, d'éviter ces marchés-là, d'éviter d'aller aux cérémonies de funérailles de deux côtés des frontières, d'éviter les cérémonies, aller à des cérémonies de mariage, des rencontres sportives, des transferts de malades, etc. Donc tout mouvement de foule, tout rassemblement, nous avons demandé d'interdire ces mouvements aux frontières. En d'autres termes, nous avons eu une réaction très positive des populations, puisqu'il y a 3 jours, certaines populations villageoises, dans le cas des funérailles, ont reçu leurs parents, ils leur ont dit simplement de retourner à leurs origines. Donc on insiste là-dessus. Vous les journalistes, souvent, qui voyagez quand il y a ces genres de situations, des rencontres sportives, etc., que vous tentez d'y aller, nous vous les interdisons à partir de maintenant. C'est absolument nécessaire. Donc évitez de se rendre dans ces pays pour les mêmes cérémonies. Et ensuite, naturellement, les mesures préconisées par Madame la ministre de la Santé et que le gouvernement donc a adoptées, nous en sommes donc tout à fait solidaires, en plus des mesures prises spécialement vis-à-vis des forces de sécurité. Donc voilà ce que je voulais dire, et aussi demander à ce que nos hommes, effectivement, qui sont au premier contact, puisque c'est eux d'abord, avant les autres, qui soient donc les mesures sécuritaires et de dépistage systématique soient effectuées également pour eux, mais aussi pour les autorités préfectorales qui sont au devant de la scène et qui nous aident énormément à coordonner ces activités-là. Donc voilà, Monsieur le ministre et Madame la ministre, les mesures que nous avons prises, en plus des mesures du gouvernement, en ce qui concerne les forces de sécurité, nous avons renforcé donc ce dispositif au niveau des frontières. Okay. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la ministre. Je pense que nous pouvons prendre une deuxième série de questions. Merci. Merci. Monsieur le porte-parole, votre personne vous l'affirmez de façon très exacte que aucun cas n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Ce qui nous dit concrètement que les premières mesures ont fonctionné. Donc, je voudrais comprendre un peu cette prise en compte de cette batterie de mesures nouvelles que vous prenez, alors que pour les premières mesures ont fonctionné. Est-ce parce qu'on a décelé des cas suspects? Et je suis obligé d'insister là-dessus parce que les gens ne comprendraient pas scientifiquement que la Côte d'Ivoire, frontalière à 2 pays affectés, n'est même pas un cas déclaré alors qu'on parle de cas déclarés au Nigeria, au Togo, et scientifiquement, c'est est-ce que vous affirmez scientifiquement, qu'il n'y a aucun cas suspect Scientifiquement, je pense qu'on peut expliquer scientifiquement. Monsieur le ministre, dans la déclaration sur le gouvernement, l'interdiction aux compagnies de faire la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces compagnies-là? Combien sont ces compagnies qui vont recevoir en salut? Et pour terminer, étant donné que hier, la SEC a livré un match à Mali, est-ce que l'équipe Mali, les précautions comme vous l'avez signalé, avec prévu?
jeudi, on a annoncé des cas suspects à l'aéroport, je ne sais pas si c'est dans ce cas-là. Troisième intervenant, oui. Au niveau du système sanitaire ivoirien, il y a des formations sanitaires. C'est quel jour là? ONU chez FM. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire des formations spécialement et des prises en charge des cas suspects ou des agents? Quatrième intervenant. Oui, vous. Bonjour, Olivier Noguier, j'ai eu l'écho que les entreprises commencent à décaler les voyages d'affaires à Dijon à cause du virus Ebola. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté également au sein du gouvernement? Et plus globalement, est-ce qu'on peut dire que déjà le virus, l'épidémie Ebola a déjà un impact sur l'économie ivoirienne ou potentiellement pourrait en avoir un moment ou un autre? Et justement, quel secteur pourrait être touché par l'épidémie? Merci. Oui, cinquième et dernier intervenant. Il y a un vote considérant que Freetown a été bloqué à l'aéroport de Port-Louis. Qu'en est-il exactement? Est-ce que les personnes ont été mises en quarantaine? Quelles sont les conditions qui étaient prises? Vol de quelle compagnie? Freetown. Venant de Freetown. C'est à Côte d'Ivoire, exactement. C'est à Côte d'Ivoire. Ok, merci pour ces questions. Je vais tenter de répondre à la première et Madame la ministre de la Santé, évidemment, complétera. Comment vous expliquer scientifiquement? On aura du mal. mais ce que nous disons est totalement vérifiable, est totalement contrôlable. Vous savez, ça ne se cache pas l'Ebola. S'il y avait eu un seul cas suspect, un seul mort de l'Ebola, vous l'auriez su. Parce que malheureusement, derrière, il y a une série d'autres personnes qui sont contaminées, voire même qui meurent. Donc, il est impossible de cacher un phénomène comme celui-là. Je pense que si les choses ont bien marché jusqu'à maintenant, c'est surtout par le fait que le gouvernement ivoirien, dès le départ, a pris de bonnes mesures et surtout a fait en sorte que ces mesures-là soient bien appliquées partout sur le territoire national. Il n'y a pas 1000 modes de contamination. L'Ebola ne vient pas par la pluie, donc ça ne tombera pas du ciel. Il faut éviter le contact avec une personne qui est déjà contaminée, ce qui est le cas avec les précautions qui sont prises aux frontières, ce qui est le cas avec toutes les mesures qui sont prises, tous les conseils qui sont donnés au plan national. Il faut éviter le contact avec un animal contaminé. Ça aussi, les mesures sont prises. Évidemment, c'est pas toujours agréable pour les populations de ne pas pouvoir manger d'agoutis, etc. Mais il est important que toutes ces mesures soient bien respectées et Dieu merci, jusqu'à présent, elles sont bien respectées. Ce qui a permis d'éviter le moindre cas jusqu'à maintenant. Moi, je le dis avec assurance parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons moyen pour vérifier cela. Et puis même si le gouvernement tentait de le cacher, la population le verrait, parce que c'est impossible de le cacher. Je passe la parole néanmoins à Madame la ministre de la Santé pour éventuellement vous donner l'explication scientifique de pourquoi nous n'avons pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Madame la ministre. Je vous remercie, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. Donc, vous avez donné les réponses qu'il fallait, puisque nous sommes tous ici membres du gouvernement et vous êtes le porte-parole du gouvernement. C'est vous qui portez à la connaissance de la population ivoirienne et des médias plus particulièrement les mesures qui sont prises, surtout dans ce cas précis qui nous rassemble ici ce matin. Alors, je dois dire qu'en tant que scientifique, moi-même, je vais répondre juste à cette partie scientifique, si c'est possible d'y répondre. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un cas déclaré aujourd'hui? Je dois dire que si c'est possible de nous féliciter, tous, je dis bien tous, d'avoir un tant soit peu respecté les mesures que le gouvernement a recommandées. Pour certains, il est question aujourd'hui de ne plus consommer ni de manipuler le gibier, la viande de brousse. Pour d'autres, les mesures d'hygiène
sont respectés. C'est la majorité, je pense. Pour certains, des codes circulent dans les maquis. Le code préféré, c'est Déborah. Quand on arrive dans un maquis, est-ce qu'il y a Déborah? Ça veut donc dire que est-ce que la viande de bourre se trouve en arrière-cour? L'agouti se trouve en arrière-cour. Donc, automatiquement, on fait passer le code et on se rend à l'arrière-cour du maquis et on consomme son agouti. Bien sûr, tout cela ne nous aide pas, n'est-ce pas, à intensifier la lutte. Alors, nous ne l'avons pas. Au moment précis où je vous parle, nous n'avons pas de cas d'Ebola déclaré, étant entendu qu'avant de vous dire si bien sûr nous avons un cas, vous connaissez les procédures que je vais vous donner très rapidement, qui sont claires et simples. Nous vous avons dit dès le début que nous ne négligeons aucun cas, puisque les signes pour détecter le virus Ebola chez une personne passent par une température, je veux dire une hyperthermie, une température très élevée qui commence à partir de 39-40 degrés, qui est progressive. Cela passe, selon les cas, par une hémorragie. Je dois préciser que l'hémorragie souvent arrive vers la fin. Ce n'est pas obligé qu'au début, on sente l'hémorragie. Ensuite, vous avez donc, je dis hyperthermie, vous avez l'hémorragie qui peut être une épistaxie, c'est-à-dire un saignement de nez. Ça peut venir de n'importe quelle façon. Vous avez également la diarrhée, les vomissements. Tout ça, ce sont des effets, n'est-ce pas, qui accompagnent et qui devraient, au bout de la chaîne, confirmer, n'est-ce pas, au virus Ebola. Mais comment est-ce qu'on confirme? Après un prélèvement de sang, tout simplement, que nous amenons donc à l'Institut Pasteur, et qui, avec des réactifs bien précis, parce que nous sommes bien équipés à l'Institut Pasteur, peut déjà nous dire si oui ou non le sang prélevé est positif au virus Ebola. Madame le professeur Mireille Dosso l'a dit la dernière fois, lorsque nous avons eu notre rencontre ici dans cette même salle, qu'elle a eu 40 cas suspects et que ces 40 cas suspects ont été tous négatifs. Je parle sous le contrôle du professeur Dagnan et du docteur Koulibaly, qui sont les deux experts. Tous ces cas ont été détectés négatifs. Donc, c'est ce qui nous amène à vous dire qu'à ce jour, après toutes ces étapes, nous n'avons aucun cas. Voilà. Donc, c'est la partie scientifique que je viens de vous donner, en dehors de la partie gouvernementale que le ministre porte-parole du gouvernement vous a donnée. Voilà, monsieur le ministre, si je peux continuer peut-être. Je vais juste répondre à la deuxième partie de la question posée par monsieur Kofi. C'est pourquoi cette batterie de mesures maintenant? Premièrement, parce qu'il faut absolument maintenir la vigilance, aussi bien au niveau du gouvernement que des populations. Il ne faut pas relâcher dans la vigilance par rapport à cette maladie. Un pays à côté de nous que je ne vais pas citer, malheureusement, en a pâti. Il y a eu un relâchement à un moment donné parce qu'ils pensaient que l'épidémie était contrôlée et malheureusement, l'épidémie est repartie. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à bout. Donc, il faut absolument maintenir cette vigilance au niveau du gouvernement, mais également au niveau de l'ensemble de la population. Et le deuxième élément, c'est que nous avons commencé à noter des cas de contamination venant de personnes ayant officiellement voyagé par un avion d'un pays à l'autre. Voyez. Et ça, on ne peut pas le négliger. Le Nigeria, c'est dans ce cadre qu'il a été touché. Et donc, si le Nigeria a été touché, qui est bien plus loin que la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui nous permet de penser qu'un malade ne peut pas prendre un avion à Monrovia, à Freetown et débarquer à Abidjan? Voilà les raisons qui nous poussent aujourd'hui à renforcer les dispositifs au plan aéroportuaire, au plan des voyages et même à renforcer les mesures au plan de la circulation, de la vie sociale entre les personnes en Côte d'Ivoire,
Cela permet de relever le niveau de vigilance. Cela permet à tous d'être plus forts, plus attentifs dans les précautions qui sont prises vis-à-vis de cette maladie-là. Je vous repasse, Madame la Ministre, donc, la parole. Et puis après, je pense qu'il y a une question qui concerne spécifiquement le ministère du Transport. Nous passerons la parole à M. Chibé. Je pense que peut-être que je vais lui laisser d'abord la parole. Et puis nous reviendrons en ce qui concerne l'équipe du Mali. Nous en parlerons. Et, puis, voilà. Et les formations sanitaires également. Allez-y, M. Chibé. Merci, Madame. Nous avons effectivement un certain nombre de compagnies qui passent par Abidjan pour rejoindre les points qui sont Mouroudia, Putam ou Conakry. Je devais dire nous avions, parce que bon nombre de ces compagnies ont arrêté ces vols. Et Air Côte d'Ivoire, depuis hier, a fait la même chose, a arrêté donc ses vols vers ses destinations. La mesure qui est prise par le gouvernement vient en fait à renforcer ces mesures qui ont été déjà prises par les compagnies aériennes et les rendre obligatoires pour tout le monde. Alors au niveau de l'aviation civile, qu'est-ce que nous avons fait? Dès que la mesure a été prise par le gouvernement, nous avons émis ce que nous appelons un OTAN, le titre Airman, qui touche tous les pilotes dans le monde entier, de façon à ce que tout le milieu aéronautique dans le monde entier, jusqu'en Chine, sache qu'il est interdit de faire venir un passager en Côte d'Ivoire en provenance d'un pays touché par le virus Ebola. Cette mesure est prise. Après cette réunion, des notes seront faites adressées aux compagnies localement, en dehors de cette mesure qui est générale. Et je pense que toutes ces mesures permettront de faire face à la crainte que nous avons vis-à-vis des compagnies. Merci. Okay. Merci, M. Chilbé. Madame la ministre, je vous repasse la parole. En ce qui concerne les mesures qui ont été prises par rapport à l'équipe du Mali, vous savez que nous ne sommes pas un pays endémique, je tiens à le préciser. Nous n'avons pas la maladie chez nous, mais nous procédons toujours à des mesures de prévention. C'est ce qui a été fait déjà à l'aéroport, à l'arrivée de l'équipe. Les mesures qui ont été prescrites au départ ont été faites. C'est fait pour toute personne qui entre à l'aéroport d'Abidjan. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une équipe, il s'agit d'individus qui franchissent l'aéroport d'Abidjan et les mêmes mesures sont prises, les mesures de santé et tout. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas de sélection particulière à faire parce que c'est une équipe. On prenait pas des mesures, on prend pour tout le monde. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des formations sanitaires équipées? Bien sûr, je veux dire qu'au stade où nous en sommes, nous sommes obligés de prévoir des infrastructures sanitaires, de les équiper, de les mettre à la disposition, de se préparer. Alors, au passage, je voudrais vous dire que le 14 août, nous allons procéder à une simulation d'un cas d'Ebola. Et au cours de cette simulation, vous aurez l'opportunité de nous-mêmes, nous allons éprouver nos équipes pour voir si effectivement, si un cas se présentait, quelle serait donc la réaction de nos équipes, j'allais dire toutes nos équipes, hein, puisque l'armée, le transport, le SAMU, tout le monde est impliqué, et nous allons voir quelles sont nos faiblesses et quelles sont nos forces pour que nous puissions nous-mêmes nous évaluer et puis nous préparer. Donc voilà, donc évidemment les formations, ce sont sûrement nos structures sanitaires qui sont sur place. Au niveau d'Abidjan, parce qu'il ne faut pas occulter Abidjan non plus, au niveau d'Abidjan, nous avons identifié des structures et ces structures-là, bien sûr, nous allons finaliser l'équipement dans les jours à venir. Mais en tout cas, à l'aéroport même, nous avons une pièce déjà d'isolement qui est déjà prête. Voilà. Donc vraiment en termes de mesures, pour le moment, nous avons pris les mesures qu'il fallait et qui pourraient répondre immédiatement si nous avons un problème. Alors, monsieur me parle des entreprises qui décalent leur voyage d'affaires et si cela pourrait avoir un impact sur l'économie ivoirienne. Moi, je voudrais dire à monsieur, au journaliste qui a posé la question, voyez-vous, la crise à épidémie Ebola est une crise extrêmement grave et qui concerne aujourd'hui le monde entier. Ce n'est pas seulement le problème de l'Afrique de l'Ouest, c'est le problème de
tout le monde et de tous les continents. La preuve, deux médecins américains ont dû repartir chez eux et on a essayé, bien sûr, le sérum qui était donc en préparation à l'étude sur eux. Ça veut donc dire que si d'aventure ces personnes qu'on a évacuées aux États-Unis décèdent, ça veut donc dire que l'État américain est concerné par le problème. Donc, ici en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas la maladie. Et nous prenons des mesures préventives. Et je pense que l'impact que les pays qui font la maladie ont aujourd'hui en termes d'économie, nous pouvons nous aussi l'avoir si nous avons la maladie. Donc, je vous laisse apprécier la gravité de la chose et vous dire que nous restons vigilants pour que notre pays ne soit pas touché et que nous ayons à subir, bien sûr, l'impact que d'autres pays frères ont aujourd'hui dans le cadre de cette maladie. Nous ne le souhaitons pas, mais je tiens à le répéter, nous ne sommes pas à l'abri. C'est la raison pour laquelle vous êtes là ce matin, pour qu'ensemble, nous puissions faire en sorte de ne pas avoir la maladie chez nous. Voilà, Monsieur le ministre, je crois qu'il y a une dernière question. Le vol en provenance de Freetown. Donc, ce qui s'est passé hier à l'aéroport d'Abidjan. Bon, alors, je vais vous dire une chose. Cela répond un peu aux mesures que nous avons mises en place. C'est normal qu'il y ait ce genre d'agitation-là. Moi, je trouve que c'est normal. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous ne négligeons rien du tout. En termes sanitaires, en termes de prévention sanitaire, rien n'est négligé. Et notre réseau fonctionne tellement bien que lorsque, dans cet avion qui a atterri, venant je crois, du Kenya, l'autre, c'était à Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, dans ces deux avions, il y a eu une suspicion d'un passager qui allait fréquemment, pendant tout le vol, aux toilettes. Donc, il y a eu donc, une suspicion légitime. Et à l'atterrissage, ce passager a donc fait l'objet d'une mesure, n'est-ce pas, d'isolement pour parer à toute éventualité. Ça, ce sont les démarches préconisées, obligatoires, en cas de suspicion. Donc, c'est encore un cas suspect, mais non un cas déclaré. C'est bien la différence. Donc, ce suspect a été isolé. Nos médecins et l'Institut national d'hygiène publique qui étaient présents là-bas immédiatement, ils n'ont pas perdu de temps puisqu'on sortait d'une séance de travail. Aussitôt, ils se sont rendus à l'aéroport. Tout ce qui doit être fait dans un cas de suspicion a été fait. Nous avons découvert que le pauvre monsieur n'a jamais été en contact avec une zone, je vais dire, endémique. Nous avons découvert que le pauvre monsieur a peut-être mangé un peu trop de piment, ce qui fait qu'il y a eu les conséquences d'une grande consommation de piment ou d'une alimentation qui a conduit, bien sûr, à l'emmener très fréquemment aux toilettes. Il n'avait pas de température, il n'avait rien du tout. Et ce pauvre monsieur à qui nous avons fait subir tout cet exercice, mais qui était nécessaire, a été donc libéré. Je parle sous le concours, hein, n'est-ce pas, de mes collaborateurs ici, puisque nous avons fait le point hier même, très tard la nuit. Il a donc été libéré pour aller vaquer à ses occupations. Le deuxième cas était encore une rumeur d'une personne qui aurait, soi-disant, se serait rendue en Sierra Leone ces derniers temps. Et lorsqu'on regarde le passeport de cette personne qui est venue pour une mission auprès d'une organisation internationale que nous connaissons, le pauvre monsieur, encore une fois, a subi nos assauts en termes de protection sanitaire et le pauvre ne s'était pas rendu en Sierra Leone depuis 8 à 9 mois et au-delà. Mais, comme je dis, nous ne négligeons rien du tout. Et comme il y a des informateurs partout, donc on a créé automatiquement la psychose
et tout le monde s'est rendu à l'aéroport pour dire qu'il y a un cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Donc on voudrait encore vous rassurer. Nous avons pris les mesures qu'il fallait, Monsieur le ministre. Il n'y a à ce jour, au moment où nous parlons, aucun cas déclaré ni avéré d'Ebola en Côte d'Ivoire. Ok. Je pense que cette dernière partie des propos de Madame la ministre, au contraire, doit nous rassurer sur le fait que les mesures prises fonctionnent bien, puisque là, sur la base de simples soupçons, nous sommes allés jusqu'à contrôler ces personnes-là et à s'assurer qu'elles ne présentaient pas de risque pour nos populations. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, Madame la ministre, et nous vous encourageons au contraire à persévérer dans cela. Je vais me permettre, Madame la ministre, bien que vous ayez complètement répondu à la question de M. Mounier, de Bloomberg, d'y ajouter quand même mon grain de sel. C'est vrai, notre économie, on ne peut pas dire que cela n'aura pas d'impact ou n'a pas d'impact sur notre économie. Madame la ministre elle-même vous disait tout à l'heure, nous avons déjà 250 millions, plus 280 millions, et ce n'est pas fini. Nous allons certainement dépenser de l'argent pour faire face à cette épidémie-là. Argent qui aurait pu être utilisé pour d'autres besoins, parce que notre pays en a beaucoup actuellement. Deuxièmement, je vous l'ai indiqué dans mon propos liminaire, la Côte d'Ivoire a d'importants échanges commerciaux avec ces pays concernés, et notamment avec le Nigeria. Mais c'est vrai que nous allons être obligés de constater, malheureusement, une baisse des flux commerciaux avec ces pays-là. Mais j'allais dire, c'est le prix que nous payons pour sauver nos populations, pour éviter que nos populations ne soient touchées par cette maladie. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, sur la base de ces gains commerciaux-là, négliger le fait que nous pourrions mettre en risque une personne vivant sur le territoire ivoirien. Pour nous, c'est vraiment le plus important, protéger nos populations, quitte à ce que ça coûte quelque chose à notre économie. Par rapport aux voyageurs, ce que nous pourrons dire, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de cas déclaré d'Ebola en Côte d'Ivoire. Donc, j'allais dire, ils peuvent tranquillement voyager vers la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui vient d'Europe, des États-Unis, etc., peut parfaitement voyager aujourd'hui vers la Côte d'Ivoire. S'il y a de grandes réunions internationales, en prenant les précautions qui sont prises là, c'est-à-dire en évitant que des personnes venant du Libéria, de Sierra Leone, de Guinée, du Nigeria, etc., participent à ces réunions, elles peuvent se tenir en Côte d'Ivoire sans risque pour les populations qui viennent. Et c'est pour tout cela qu'il faut éviter le premier cas. Parce que jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il n'y a que de la suspicion. Mais la suspicion qui n'est même pas liée aux décisions qu'ils ont prises en Côte d'Ivoire, puisque les décisions qu'ils ont prises en Côte d'Ivoire, bien au contraire, permettent de faire face à la maladie. Mais évitons le premier cas. Parce qu'après le premier cas, j'allais dire, nous n'aurons plus de raison, nous n'aurons plus d'arguments pour convaincre quelqu'un de venir tenir un séminaire ici, pour convaincre quelqu'un de venir rencontrer ses partenaires d'affaires en Côte d'Ivoire, etc. Évitons ce premier cas. Mais tant que ce premier cas n'a pas été déclaré en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est une zone qui est totalement libre d'accès à ces personnes-là. Et bien au contraire, c'est maintenant qu'il vaut mieux venir. Donc, nous passons à la fois un message d'alerte, parce que c'est nécessaire de le faire vis-à-vis de l'ensemble de la population, mais en même temps, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est raisonnable en pareille occasion. Donc, en pareille occasion, il est encore possible de venir vers la Côte d'Ivoire sans danger, puisqu'il n'y a pas de cas d'Ebola déclaré sur le territoire ivoirien. Ouais. Allez-y, madame la ministre. Je voudrais également, si vous me permettez, monsieur le ministre, dire que nous avons besoin, sincèrement, de l'accompagnement de nos journalistes, de la presse. Et je vais renchérir sur ce qui s'est passé à Odiéné ce week-end. Je pense qu'il est important que nous en parlions. Cela démontre effectivement que beaucoup de rumeurs, n'est-ce pas, soutiennent cette campagne de lutte contre le virus. Beaucoup de rumeurs qui ne nous arrangent pas, étant entendu que le ministère de la Santé et la lutte contre le sida a un service de communication qui est capable de vous donner l'information juste.
pour éviter vraiment de la psychose au sein de la population. Un jeune malade guinéen de 17 ans et non 13 ans, comme on a lu dans la presse, s'est rendu donc au CHR d'Odiéné pour une fièvre depuis le 5 août. Pour une fièvre. Donc, ce qui devait être fait a été fait en termes de prise en charge médicale. Et au bout, donc, je crois que le 8, 4 jours après peut-être, 8, 9, il a commencé à saigner, donc à présenter une fièvre hémorragique. Nous avons donc été informés immédiatement et toutes les mesures, en fait, depuis le début, hein, toutes les mesures qu'on vous a données, qu'on vous a citées, ont été prises lorsqu'il s'est présenté à l'hôpital. Mes équipes ont procédé immédiatement à un screening. Ils se sont donc rendus au domicile du patient, remonter un peu pour voir, faire un peu la traçabilité de la présence du patient à l'hôpital. Est-ce que le patient s'est déplacé, est allé dans une zone endémique, puisque c'est un Guinéen. Donc automatiquement, dès qu'on entend cela, que ce soit libérien, Sierra Leone, tout le monde panique. Donc, et au cours donc des interviews qui ont été faites par mon équipe sur place au CHR d'Odiéné avec le préfet, ce jeune homme n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire pour se rendre dans une zone endémique. Mais comme on a décidé de ne rien négliger, nous avons demandé l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin qu'un avion puisse être mis à la disposition du ministère de la Santé pour que ce cas, qui était un cas assez sérieux, nous puissions, avec une équipe de l'Institut Pasteur et l'INHP, nous rendre à Odiéné, faire le prélèvement, le ramener en urgence à l'Institut Pasteur afin que les examens puissent être procédés, puissent être menés sur cet échantillon de sang. Voilà ce que nous avons fait. Pour ne pas avoir à donner une fausse information, n'est-ce pas? Et puis surtout pour se dire, si c'est un premier cas, nous sommes en alerte. Il faut réagir aussitôt. Vous voyez jusqu'où vont nos mesures préventives. Et c'était important qu'on vous en parle. Et donc ce sang, hier nuit, aux environs pratiquement de 23h minuit, nous avons eu les résultats de cet échantillon de sang qui est déclaré négatif au virus Ebola Zaïre, mais également, puisque vous savez que nous avons plusieurs types de virus Ebola, mais également à tous les autres virus négatifs. Mais pour pousser plus loin, n'est-ce pas, les investigations, nous avons demandé au professeur Dosso, responsable de l'Institut Pasteur, de nous détecter les raisons justement de cette hémorragie et de cette fièvre hémorragique. Vous savez que nous avons la dengue également. Nous avons le chikungunya, j'ai du mal à le prononcer. Chikungunya. Chikungunya. Voilà, également cela. Et nous avons d'autres, effectivement, d'autres épidémies. Et le professeur Dosso travaille là-dessus depuis ce matin pour que nous puissions savoir. Mais même mieux, nous avons demandé au professeur Dosso de faire partie de l'échantillon à Lyon pour qu'on puisse pousser les investigations, mais nous confirmer qu'effectivement, malgré la première étape ici en Côte d'Ivoire, qui est une étape sûre, puisque nous avons tout ce qu'il faut ici en Côte d'Ivoire, aller confirmer qu'effectivement, il n'y a toujours rien. Tout cela pour vous dire que nous ne négligeons aucun aspect dans la démarche. Et si cela peut vous rassurer, depuis hier soir, 23h, jusqu'à ce matin, aucun cas déclaré d'épidémie à virus Ebola en Côte d'Ivoire.